1867, pour la plupart des gens, c'est une date référence, une date béton dans l'histoire du Québec et du Canada. Mais il faut voir que les gens de l'époque ne vivaient pas de cette façon-là. Ils avaient connu des changements constitutionnels auparavant et tout était encore aléatoire. Il y avait des zones encore poreuses, encore incertaines dans tout ça. Même les partis politiques n'étaient pas ce qu'ils sont devenus par la suite, une espèce de groupe très fermé, très rigide. Alors, il fallait vraiment qu'à l'époque, on joue les cartes et que chacun tire son épingle du jeu pour avoir la meilleure visibilité et pour l'avenir, évidemment, il y avait des enjeux politiques majeurs, des enjeux économiques également. Alors, tout ça était sur la table et ce qui nous paraît aujourd'hui comme quelque chose de définitif était à l'époque encore, comme on peut dire, le ciment n'était pas encore pris. Il pouvait y avoir encore bien des changements qui surviennent. Et puis, voilà. Alors, ce qui va se produire dans les années 1867, 68, 69, c'est encore une mise en place de l'État, tant au provincial qu'au fédéral. Et les acteurs qui vont jouer leurs cartes à ce moment-là, bien évidemment, eux ne savent pas non plus jusqu'où ça va aller, ces changements qu'ils peuvent souhaiter encore apporter à la Constitution. En 1867, le premier ministre du Québec est Pierre-Joseph Olivier Chauveau. C'est un homme de culture, c'est un homme qui vient du côté de l'instruction publique, il était surintendant, il a joué un rôle important, mais c'est un intellectuel, c'est un homme de culture plus qu'un politicien qui aime jouer dans les coulisses ou aime tirer des ficelles. Alors qu'au-dessus de lui, au sein du Parti conservateur, il y a un personnage encore plus important que lui qui est Georges-Étienne Cartier. C'est le grand Manitou du Parti conservateur, il siège à Québec comme à Ottawa, il y avait à ce moment-là le double mandat jusqu'en 1874. Donc c'est vraiment lui qui est vraiment le personnage extrêmement important, mais qui va rester un peu en retrait de tout ça. Parce qu'évidemment, il n'est pas ministre à Québec, il est ministre à Ottawa, mais il siège à Québec. Il va avoir aussi au sein du gouvernement des anglophones importants. Mais j'ai remarqué en faisant la recherche que Chauveau n'avait pas choisi des anglo-montréalais dans son cabinet. Il y avait Duncan, il y avait Robertson, des personnages importants au niveau économique, mais c'était des anglophones des cantons de l'Est. Alors, la minorité anglophone de Montréal pouvait se sentir un petit peu délaissée. Or, ces gens-là étaient des gens très importants. Il y avait des gens au niveau économique très importants. Il y en a deux qui vont jouer un rôle fondamental dans ce que je vais raconter. C'est M. Ogilvy, Alexander Ogilvy. Peut-être que les plus anciens se souviennent des céréales Ogilvy. Il y avait une grande meunerie à Montréal. Ceux qui utilisent encore la farine Five Roses, là, c'est la dynastie des Ogilvy. C'est l'entreprise qui a été vendue. Mais au 19e siècle, c'était vraiment un personnage important, M. Alexander Ogilvy, qui était donc député de l'Ouest de Montréal. Il y avait aussi un autre personnage dénommé Carter, Edward Carter, qui était un avocat, juriste, qui avait enseigné à l'Université McGill, quelqu'un d'aussi très, très important, quelqu'un qui savait très bien le contexte un peu de l'époque. Il va être un peu la caution, je dirais, juridique et politique de Ogilvy dans les événements qui vont se produire en 1869. En 1869, à la session, il y a un désaccord entre Chauveau et sa minorité anglophone qui trouve que le gouvernement n'est pas assez généreux envers la minorité justement anglophone du côté des écoles d'instruction publique, alors que Chauveau trouve que sa loi est extrêmement généreuse, que très peu de Canadiens français ont l'équivalent de ce que les Canadiens anglais ont au Québec. Alors, évidemment, il y a des échanges assez vifs, ce qui ajoute un peu au désaccord et aux frustrations que les Anglo-Montréalais peuvent avoir par rapport à leur présence au sein du cabinet. Alors, il va y avoir donc une espèce de petite fronde à l'intérieur du gouvernement, à l'intérieur du caucus, on peut dire aujourd'hui, des conservateurs, qui vont essayer de faire vraiment un petit coup d'État, c'est-à-dire d'essayer de renverser le gouvernement de Chauveau, faire une alliance avec des députés de l'opposition également, l'opposition libérale, pour renverser le gouvernement et aller justement sur la question de la capitale, de déplacer la capitale de Québec à Montréal. À l'époque, on discutait de la construction, de la reconstruction d'un Parlement à Québec qui soit vraiment digne du gouvernement qui était en train de se mettre en place. Et évidemment, ça amenait des crédits, on demandait de l'argent et on craignait il y ait des dépassements de coûts. Donc, il y avait, tout le monde n'était pas d'accord, même au sein du Parti conservateur, tout le monde n'était pas d'accord sur le choix et les sommes à investir dans cette construction-là. D'où l'idée de justement renverser le gouvernement, déplacer la capitale à Montréal, où le maire de Montréal,
qui était un anglophone, M. Workman, était tout à fait d'accord à accueillir, d'ailleurs, il aurait été très fier, évidemment, d'accueillir le gouvernement du Québec, de la province, à Montréal. On aurait trouvé certainement un endroit, un grand bâtiment, donc ça aurait pratiquement rien coûté à la province. On était en mesure vraiment d'installer comme ça le gouvernement très rapidement à Montréal. Alors l'idée de M. Ogilvie, de M. Carter, c'était de prendre le leadership d'un mouvement qui renverserait le gouvernement et qui, avec l'appui évidemment d'une partie de l'opposition et des mécontents du côté conservateur, et on réglerait tout ça, on enverrait le gouvernement à Montréal. En décembre 1869, les députés Ogilvie et Carter décident de passer à l'acte. Ils décident donc de présenter une motion en Chambre qui viserait donc à mettre le gouvernement au moins dans l'embarras, sinon à l'obliger à démissionner. Chauveau comprend que la situation est dangereuse pour lui. Il décide donc de demander l'aide de M. Cartier à Ottawa, qui évidemment arrive à Québec très rapidement, et discute de façon très ferme avec les opposants qui risquaient évidemment de brouiller complètement les cartes des politiques de l'époque. Les journalistes entendent même des conversations très animées à l'intérieur des bureaux, et lorsqu'arrive la séance, on s'attend vraiment à quelque chose d'explosif, et finalement il ne se produit rien. C'est comme une sorte de non-événement. Alors donc c'est tombé, tout se calme en quelques jours lorsque M. Cartier va dans une grande assemblée de la Chambre de commerce de Québec, va faire un discours. Il va revenir sur cette histoire-là en disant il y a quelques-uns de nos collègues qui récemment ont voulu faire une sorte de fronde contre le gouvernement, déplacer la capitale de Québec vers Montréal. Tant que je serai là, ça ne se produira pas. Alors évidemment, applaudissement général, et il y a vraiment là, une unanimité. Alors on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose, qu'il aurait pu se passer quelque chose, mais qu'il ne s'est rien passé. Ce que ça traduit au fond, cet épisode-là qui est anecdotique au fond, c'est qu'à l'époque, il y avait des forces en présence très importantes au sein de la classe politique, que les Anglo-Montréalais, qui évidemment avaient le haut du pavé, dominaient complètement l'économie de l'époque, tenaient à avoir vraiment tout sous leur contrôle, essayaient vraiment de contrôler, y compris même les législations locales, politiques du Québec, et l'idée d'amener la capitale de Québec vers Montréal, c'était vraiment de garder la mainmise d'une certaine classe privilégiée sur l'ensemble des politiques à venir de ce qu'allait être l'État du Québec. Alors, c'est un épisode qui avorte dans l'esprit des frondeurs de l'époque, mais qui aurait pu avoir des conséquences majeures si jamais ils avaient réussi leur coup.